Il existe des plats dangereux qui peuvent t'empoisonner s'ils ne sont pas préparés correctement. Certains aliments à première vue anodins, comme le miel ou les noix de cajou, peuvent parfois être nocifs. Voici des informations à connaître avant de manger certains produits. Tu as déjà croqué dans les graines d'une pomme? Tu sais bien alors qu'elles ont un goût désagréable. C'est à cause du cyanure qu'elles contiennent. Ne panique pas tout de suite, les graines sont recouvertes d'une couche protectrice. C'est pour cela que le cyanure n'entre pas dans ton système même si tu avales les graines. Il faut être prudent par contre. Même les plus petites quantités de cyanure peuvent causer une accélération du souffle et d'autres effets extrêmes et déplaisants. Un autre danger qui rôde dans ta cuisine, les pommes de terre, celles avec des yeux et des taches vertes. Se débarrasser des taches vertes en les coupant ne résout le problème qu'esthétiquement. Ces pommes de terre peuvent contenir des substances toxiques appelées glycoalcaloïdes. Ce sont les substances à l'origine de cette couleur verte et c'est un signal d'alarme. Manger des pommes de terre verdâtres peut causer des nausées, des maux de tête et d'autres symptômes. Tu es fan de bubble tea? Tu connais donc bien le tapioca. C'est une racine tubérisée cultivée principalement en Amérique du Sud. On en utilise aussi souvent pour préparer des gâteaux et des chips. Le tapioca peut être sucré ou amer. Toutes les variétés de racines et tubercules du tapioca contiennent des toxines. C'est pourquoi il faut le préparer correctement. S'il n'est pas bien cuisiné ou même servi cru, les conséquences peuvent être graves. Mais quand il est préparé correctement, il est délicieux et sans danger. Les baies de sureau sont conseillées comme aliment pour booster le système immunitaire et aider le corps à combattre le rhume et la grippe. Cette plante médicinale doit être manipulée et préparée scrupuleusement. Si tu manges les baies avant qu'elles ne mûrissent, cela peut faire aggraver les choses, notamment à cause des lectines et du cyanure qu'elles contiennent, pouvant causer par exemple des problèmes d'estomac. Cet exemple me rend plus triste que tous les autres sur cette liste. Et la liste inclut plein de produits sains. Tant pis, c'est parti. Je crache le morceau. Je parle du popcorn. Il existe de nombreuses études qui montrent que le popcorn préparé au micro-ondes est mauvais pour la santé. Tout d'abord, tu ingères les produits chimiques contenus dans l'emballage. Mais pas que. Il y a aussi tout plein d'exhausteurs de goût qui ne sont pas sains. Tu visualises le moment où tu ouvres le sac de popcorn et l'air chaud aromatisé s'introduit dans ton nez? Cette expérience peut causer des dommages irréversibles à tes poumons. Il existe un diagnostic médical dit poumon popcorn, qui met en cause un produit chimique utilisé pour donner cette odeur de beurre au popcorn à préparer au micro-ondes. Que faire? Tu peux choisir d'autres options d'emballage ou investir dans un appareil à popcorn à air. Les popcorns préparés de cette façon ne contiennent que 90 calories et moins d'1 gramme de graisse. Youpi! Numéro 6, le miel. Le miel est un produit liquide et sucré produit par les... Je rigole. Mais est-ce que tu sais que le miel naturel est dangereux pour la santé si tu en manges plus d'une petite cuillère? Il contient une toxine dont le nom est difficile à prononcer. Pour se débarrasser de cette toxine, le miel doit être pasteurisé. On continue avec les noyaux des cerises. Si tu ne croques pas dedans, tout va bien se passer. Mais sache qu'ils contiennent du cyanure d'hydrogène. Et ça, c'est du poison. Le fruit de l'aki, tu connais? C'est le fruit national de la Jamaïque. Il s'avère que ce fruit, s'il n'est pas mûr, contient un poison appelé hypoglycine. Le fruit de l'aki doit être complètement mûr si tu décides d'en manger. Il faudrait qu'il s'ouvre de lui-même. Quand il est prêt à être cueilli, il s'ouvrira complètement. La chair rose toxique et les graines noires, c'est non. Mais la pulpe crémeuse tout autour des graines, c'est oui. Si le fruit est mal consommé, il peut causer la maladie de vomissement de la Jamaïque. Le fugu signifie poisson globe en japonais et le plat à base de ce même poisson. Sa particularité? Il peut devenir le dernier plat de ta vie s'il n'est pas préparé correctement. Ce poisson contient une toxine extrêmement dangereuse pour les humains. Un seul poisson peut intoxiquer 30 personnes. C'est pour cette raison que les chefs japonais suivent des années de formation afin d'obtenir une licence spéciale pour pouvoir servir du fugu. Malgré toutes les précautions dans la préparation, le fugu a malheureusement été fatal pour certains. Tu prendrais le risque, toi? Elles sont parfaites pour le grignotage. Ce sont les noix de cajou. Elles peuvent aussi être très dangereuses si elles sont mangées crues. Il se peut que tu achètes des noix de cajou dans les magasins étiquetés comme crues, mais elles ne le sont pas à 100%. Avant d'atterrir dans les rayons des magasins, elles sont passées à la vapeur pour éliminer une toxine appelée urushiol. Ce sont les coques des noix de cajou qui contiennent cette toxine. Que se passe-t-il si tu manges une noix de cajou crue? Tu peux avoir une forte réaction allergique si tu es sensible à certaines substances. Tout dépend de cette sensibilité.
En parlant de nourriture crue, sache que les haricots rouges crus sont eux aussi dangereux. Ils contiennent des toxines appelées lectines. Elles peuvent causer des douleurs d'estomac et des problèmes liés à la digestion. Il faut avaler 4 ou 5 haricots crus pour ressentir ces effets secondaires. Les haricots rouges sont riches en protéines végétales, en vitamines et en minéraux. Fais-les cuire suffisamment pour profiter de ces bienfaits. Ils doivent passer au moins 10 minutes sur le feu. Les faire bouillir moins longtemps et à une température basse peut même en augmenter la toxicité. Ils peuvent devenir encore plus toxiques que lorsqu'ils sont crus. Donc oui, 10 minutes minimum et à haute température. Manger trop d'amandes amères peut avoir des effets négatifs et causer des problèmes de santé. Les feuilles de rhubarbe peuvent elles aussi causer quelques soucis. Tu peux manger la tige, mais il vaut mieux éviter les feuilles. Elles contiennent de l'acide oxalique qui empêche le corps d'assimiler correctement les bonnes quantités de calcium. Les champignons. Beaucoup de gens estiment que la pizza et les pâtes ne sont pas franchement géniales sans champignons. On sait cependant tous qu'il faut s'en méfier, surtout si on les cueille en pleine nature. Voici 2 des plus dangereux champignons du monde. La calice de la mort et l'ange de la mort. Le carambole est aussi un choix risqué pour les personnes qui ont des problèmes de reins. Si tu en fais partie, il vaut mieux éviter ce fruit tout court. Les reins fonctionnant correctement peuvent filtrer les toxines contenues dans le carambole. Dans le cas contraire, les toxines restent dans le corps et peuvent causer des problèmes. On continue avec notre liste. L'aliment suivant est la noix de muscade. Si toi aussi tu aimes ce goût poivré, écoute-moi bien avant de décider d'en ajouter dans tous tes plats. Les petites quantités de cette épice ne posent aucun problème, au contraire. Mais mettons que tu décides d'en manger des cuillères entières, là c'est un peu risqué. 2 petites cuillères et, devine ce qui se passe, tu es intoxiqué. Le thon en boîte peut te sauver la vie. Il ne coûte pas cher, c'est une bonne source de protéines et, grâce à lui, tu peux préparer des plats délicieux très rapidement. Pas la peine de cuire quoi que ce soit. Une simple salade avec du pain et 2-3 autres ingrédients. Parfait. Mettons que tu prépares ce petit plat entre 3 et 5 fois par semaine. Tu risques une intoxication au mercure. C'est un effet secondaire lié au type d'aliments consommés et à leur quantité. Le thon en boîte contient du mercure et c'est pour cette raison que si tu en manges trop, tu peux t'intoxiquer. Les médecins indiquent que tous les poissons contiennent des quantités variables de mercure, en fonction des espèces. Par exemple, le thon en boîte contient des quantités relativement élevées de cet élément. Bien évidemment, le poisson et les fruits de mer sont d'excellentes sources d'oméga 3 et d'autres éléments indispensables à notre cerveau et à notre santé. Pour éviter toute complication, les experts conseillent de privilégier les produits de la mer pauvres en mercure. Ensuite, voici une information intéressante concernant l'apport en acides gras oméga 3. Il vaut mieux choisir du thon à l'eau plutôt que du thon à l'huile. Dans les bocaux de thon à l'huile, cette dernière se mélange avec les graisses naturelles du poisson. Tu ouvres le bocal et tu égouttes le thon. Ce faisant, tu élimines les oméga 3 qui étaient mélangés à l'huile. Mais l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le thon à l'eau ne perdra pas ses oméga 3. Tu peux y ajouter de l'huile pour l'assaisonner après t'être servi. As-tu déjà vu un concombre de mer allongé sur un lit de sable et pensé qu'il ressemblait à un blob ? Ces créatures peuvent sembler molles et sans défense, mais elles ont en fait des stratégies fascinantes pour se protéger. Les biologistes ont découvert des composés chimiques qui permettent aux concombres de mer de se protéger des prédateurs et même de leurs propres toxines. Et devine quoi ? Ces composés pourraient être utiles à la santé humaine. Lorsque les holothuries se sentent menacées, elles peuvent expulser des parties de leur corps qui ressemblent à des fils. Ces tubes immobilisent les prédateurs dans une étreinte collante et toxique. La toxicité provient de certains composés chimiques que l'on trouve couramment dans les plantes. Il est intéressant de noter que ces substances chimiques sont beaucoup moins courantes chez les animaux, mais que les concombres de mer ont évolué pour les utiliser à leur avantage. Ces substances sont également connues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles sont déjà utilisées dans un grand nombre d'industries, comme les cosmétiques. Mais l'utilisation de ces produits chimiques comme moyen de défense pose un gros problème aux concombres de mer. Ils doivent éviter de se contaminer avec leurs propres toxines. Cela signifie que leurs propres cellules ne doivent pas contenir de cholestérol, la cible à laquelle les toxines se lient et qu'elles transpercent. Les concombres de mer ont donc développé 2 types d'alternatives au cholestérol. Il s'agit d'une stratégie d'autodéfense. Si tu peux produire ces substances toxiques, tu dois être capable de ne pas te rendre malade.
Aussi intelligent et mignon soit-il, tu sais maintenant qu'il ne faut pas toucher un concombre de mer si tu en rencontres un par hasard à la plage. En parlant de choses à éviter à la plage, passons à l'escargot à cône marbré. Une créature si unique et si dangereuse qu'elle te fera tourner la tête. Cet escargot est un véritable voyageur du monde. On le trouve depuis la pointe sud de l'Inde jusqu'à Okinawa au Japon et au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et des Samoa. C'est une aire de répartition impressionnante. Et ce n'est pas seulement l'endroit où on le trouve qui est intéressant, c'est aussi la façon dont il chasse. Cet escargot est peut-être petit, mais c'est un prédateur féroce. Il adore dévorer les autres escargots et parfois même ses propres congénères. Lorsqu'il a faim, il sort sa longue dent blanche et lance un harpon chargé de poison sur sa proie. Et si cela ne suffit pas, il attaquera sa proie plusieurs fois, juste pour être sûr. Quelle détermination, n'est-ce pas ? Une fois que le harpon a atteint sa cible, la proie est immobilisée et ses muscles commencent à se détendre de façon irréversible. Lorsque la proie est sans défense, l'escargot peut commencer à la dévorer. Où peut-on trouver cette redoutable créature, me diras-tu ? On la trouve dans les eaux peu profondes, généralement sur les plateformes des récifs coralliens ou les pinacles des lagons, ainsi que dans le sable, sous les rochers ou parmi les herbes marines. Fais attention où tu mets les pieds la prochaine fois que tu vas te baigner, c'est tout dire. Le bon côté des choses, c'est que le venin de cet escargot est en train d'être développé comme traitement potentiel de la douleur. Certaines des substances chimiques qu'il contient ont été étudiées et se révèlent prometteuses. Qui aurait cru que ce prédateur inhabituel pouvait aussi avoir un côté plus doux ? La prochaine sur notre liste de créatures à éviter est un petit poisson appelé poisson-pierre. Tu penses peut-être qu'il s'agit d'une jolie petite pierre de compagnie, mais laisse-moi te dire qu'il ne faut pas s'y tromper. En fait, c'est le poisson le plus venimeux de tout l'océan. Ces poissons sont des maîtres du déguisement, se fondant dans leur environnement sur les fonds rocheux ou vaseux des habitats marins de la région Indo-Pacifique. Ce sont de véritables ninjas des mers qui attendent patiemment que leur proie passe à proximité avant de l'attaquer et de l'avaler tout entière. Mais le problème, c'est que l'on peut facilement passer à côté d'un poisson-pierre sans même se rendre compte de sa présence. Je sais ce que tu penses, je ne veux pas marcher accidentellement sur un poisson-pierre. Et crois-moi, tu ne le veux vraiment pas. Ces poissons ont beaucoup d'épines sur le dos et ils libèrent du venin lorsqu'on leur marche dessus. Aïe! Ce venin peut provoquer de terribles douleurs, des gonflements et des lésions tissulaires. Ce n'est pas vraiment une bonne journée à la plage, si tu veux mon avis. Mais ne t'inquiète pas, le poisson-pierre n'est pas là pour t'attraper. Il utilise ses épines à des fins défensives et non offensives. Tant que tu ne le déranges pas et que tu ne marches pas dessus, tout devrait bien se passer. Fais simplement attention à l'endroit où tu poses tes pieds et investis peut-être dans des chaussures d'eau. Et si tu te fais piquer, consulte immédiatement un spécialiste. Il est préférable de toujours regarder où tu marches, de traîner les pieds sur le fond pour éviter de marcher directement sur le poisson et de porter des chaussures d'eau si tu te trouves dans une zone susceptible d'abriter des poissons-pierres. As-tu déjà eu le plaisir de rencontrer un poisson-lion de près ? Ce sont des créatures magnifiques, avec toutes leurs couleurs et leurs nageoires qui ressemblent à des ailes et à des accessoires. Il est facile d'être fasciné par leur élégance. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparence éblouissante. Il ne faut pas se moquer d'eux. En fait, c'est l'un des poissons les plus dangereux de l'océan. En cas de piqûre, tu ressentiras une vive douleur, voire des réactions allergiques. Le poisson-lion injecte son venin par ses nageoires dorsales et pelviennes aiguisées. Ils ne sont pas agressifs et ne te piqueront pas à l'improviste, mais ils se défendront s'ils sont provoqués ou attrapés. Ce n'est pas seulement leur venin qui les rend dangereux, ils possèdent également de minuscules dents. Mais au lieu de les utiliser pour mordre les prédateurs, ils ont quelque chose d'encore plus dangereux, leurs nageoires. Le poisson-lion utilise ses nageoires en forme de colonne vertébrale pour repousser les prédateurs, et malheureusement, les humains en font partie. Ainsi, même s'il est tentant de s'approcher de ce poisson pour lui dire bonjour, il faut se méfier de ses épines acérées. Mais voilà, le poisson-lion peut être mangé. Certains disent qu'ils sont même délicieux. Et comme ils constituent une menace pour les écosystèmes des récifs, leur consommation est encouragée. Il suffit de veiller à retirer d'abord les épines venimeuses.
Si tu fais de la plongée avec masque et tuba, ou si tu nages près des coraux dans l'océan Atlantique ou Pacifique, tu rencontreras peut-être ces poissons étonnants. Garde une distance raisonnable entre toi et le poisson-lion, et il ne se sentira pas menacé ou effrayé au point de te piquer pour se défendre. Les oursins peuvent également causer des problèmes si tu tombes dessus. Ne t'inquiète pas, ils ne sauteront pas du récif et ne te lanceront pas des épines. Ils ne sont pas du tout agressifs. Ces créatures sont partout, des rivages rocheux aux récifs coralliens, et sont très répandues dans presque toutes les étendues d'eau salée, y compris dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas surprenant que les blessures causées par les oursins soient également assez fréquentes. Mais bon, les accidents arrivent, surtout lorsque nous sommes distraits par une jolie petite tortue ou trop excités à l'idée d'explorer un nouveau site de plongée. Parlons maintenant de leur mécanisme de défense. Ces petites bêtes ont deux moyens de se défendre, leurs épines et ces minuscules structures en forme de mâchoire qui peuvent injecter une substance douloureuse. Certaines espèces possèdent de longues épines acérées qui peuvent facilement percer une combinaison de plongée épaisse et se loger profondément dans ta peau. Aïe aïe aïe! Mais ne t'inquiète pas, éviter les oursins n'est pas sorcier. Essaie simplement de rester conscient de ce qui t'entoure, de faire attention aux épines qui dépassent dans le sable et de contrôler ta flottabilité. Cela t'aidera à rester à quelques mètres au moins des coraux qui peuvent cacher des oursins dans leurs crevasses. Et si une entrée sur le rivage présente de nombreux oursins, choisis un autre site de plongée. Ce n'est pas grave. Parlons maintenant des premiers soins à apporter en cas de piqûre d'oursin. Tremper la zone dans de l'eau chaude pendant 1h30 peut t'aider à décomposer la substance dangereuse et à soulager la douleur. Retire soigneusement les épines à l'aide d'une pince à épiler et rase la zone pour éliminer ces pointes gênantes. Lave ensuite la zone blessée avec du savon et rince à l'eau douce. Applique également des crèmes topiques si tu en as dans ton sac de plage. Et bien sûr, surveille les signes d'allergie et contacte immédiatement un spécialiste si tu remarques quelque chose d'étrange. Mais n'oublie pas que les oursins ne sont qu'un des nombreux dangers des profondeurs. Il y a aussi les vers de feu barbus, les poissons globes et le corail de feu. Ne soyons donc pas trop durs avec nos petits amis oursins. Après tout, comparés à certaines de ces autres créatures, ils sont plutôt dociles. Difficile de savoir si un œuf est encore bon, surtout si on ne voit plus la date de péremption sur le carton. Si tu veux faire un œuf dur mais qu'il traîne depuis longtemps dans ton frigo, assure-toi qu'il ne flotte pas dans l'eau. Les œufs frais ou relativement frais coulent. Si tu dois faire des œufs brouillés, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de sentir l'odeur des œufs pour savoir s'ils sont encore bons. Ne jette pas les tomates fendillées. Jette-y d'abord un coup d'œil un peu plus attentif. Oui, les grandes fentes dans les légumes peuvent être dangereuses puisqu'elles attirent les mouches et favorisent la formation de moisissures et le développement de bactéries. Mais les petites craquelures ne te feront pas de mal. Si tu es particulièrement prudent, il suffit de couper la partie fissurée et d'utiliser le reste du fruit, sauf en cas de mise en conserve. Les tomates risqueraient d'exploser. Les bananes, les pommes et les pommes de terre brunissent et il n'y a aucun mal à ça. C'est un processus complètement naturel. Quand ces aliments sont exposés à l'air, l'intérieur s'oxyde, d'où le brunissement. Il y a une façon de prévenir cette réaction. Tu peux mettre un peu de jus de citron sur tes pommes par exemple. Tu peux aussi simplement les mettre au frigo. Imagine, tu rentres chez toi après avoir été au supermarché. Ton sac de course se casse et tous tes achats se répandent sur le trottoir. En rentrant chez toi, tu remarques que tes légumes sont bien abîmés. Fais-moi confiance, ce n'est pas un problème. Oui, leur structure est endommagée, mais ils sont encore parfaitement comestibles. Il vaut mieux cependant éliminer les parties abîmées, puisqu'elles sont propices au développement des microbes. On dirait que cette pastèque vient de se faire tatouer. Le résultat est vraiment cool, mais les pastèques ne vont pas chez le tatoueur, et la seule décoration que les commerçants peuvent y ajouter, c'est un code barre. Ce motif indique que la pastèque est en quelque sorte malade. Officiellement, il s'agit du virus mosaïque et il se développe sur des citrouilles et autres légumes. Bonne nouvelle, tu peux encore manger ta pastèque et le virus ne te fera pas de mal, à moins que tu ne fasses partie de la famille des cucurbitacées et que tu sois une citrouille ou un potiron. Oui, ça paraît fou, mais ton lait pasteurisé fermenté ne va pas te faire de mal. Tu n'aimeras probablement pas l'odeur et si vraiment l'odeur ne te convainc pas, tu peux t'en servir pour faire du fromage maison ou des pancakes. Fais confiance à ton instinct. Si tu ne le sens pas, jette-le. Il vaut mieux éviter de prendre des risques avec les produits laitiers.
En ce qui concerne le lait végétal, certaines personnes pensent que dès qu'il caille, il est à jeter. Ce n'est pas tout à fait le cas. Secoue-le bien, sens-le, et tu verras qu'il est probablement encore bon. Le vert est souvent synonyme de fraîcheur, mais rappelle-toi qu'il peut être aussi synonyme de toxicité. Les parties vertes des pommes de terre, leurs bourgeons et leurs yeux sont naturellement toxiques. Peu importe combien de temps tu fais frire tes frites, il y aura toujours des toxines. Voici 2 choses qu'il faut absolument éviter dans les pommes de terre, la couleur verte et un goût amer. Tes pommes de terre sont vertes, elles ont un goût bizarre, n'hésite pas à les jeter. Les germes n'indiquent pas que tes légumes sont en train de fleurir, ils indiquent qu'ils sont un peu trop vieux. Tu sais ce que ça veut dire ? Eh oui, c'est l'heure de les jeter. Bonne nouvelle pour les passionnés de pâtes, les pâtes sèches ne périment pas, jamais, ou presque. Bon, le vrai aliment éternel, c'est le miel, mais les pâtes sont aussi très bien placées sur l'échelle de la longévité. Elles n'aiment pas trop l'air et l'humidité, donc il vaut mieux conserver des boîtes de pâtes fermées qui dureront environ 2 ans, alors que des paquets de pâtes ouverts dureront environ 1 an. Tu profites de tes vacances aux Caraïbes, la nature est luxuriante. Regarde cet arbre plein de fruits délicieux. Tu veux en cueillir un ? Pop, 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 pas si vite. Il y a même un panneau qui dit « Mancenillier, toxique ». Et oui, le panneau est aussi traduit en espagnol et en allemand pour que tout le monde soit au courant. Ces fruits ressemblent à de simples pommes, mais à moins que tu ne veuilles mettre fin à tes jours parce que tu as fait tout ce que tu voulais dans la vie, il ne faut surtout pas en manger. Il ne faut pas les toucher non plus, et ne t'approche surtout pas de l'arbre. Oui, presque toutes les parties de cet arbre peuvent te faire du mal. Il y a un autre problème, c'est vraiment compliqué de s'en débarrasser. Lorsqu'on coupe l'arbre, un liquide blanchâtre jaillit du tronc. Le résultat est peu réjouissant, des cloques et des brûlures. Petit bonus, si une goutte de ce liquide entre en contact avec tes yeux, tu vas devenir aveugle pendant quelque temps. Bonne nouvelle, il existe tout de même une technique pour contrôler ces arbres. Il faut d'abord les brûler à la base, en restant de préférence à distance. L'arbre tombe et il faut le laisser sécher au soleil pendant quelque temps. Une fois sec, l'arbre peut être coupé sans danger. Il existe d'ailleurs des meubles en bois de mancenillier qui ne sont pas dangereux, étrangement. Voici un ballon de foot, et voici le fruit du football. Le premier peut te faire du mal si tu t'en prends un dans la tête, mais le deuxième est légèrement plus dangereux, même s'il n'en a pas l'air. Le fruit du football est un autre exemple d'aliment à éviter. Les chefs doivent vraiment connaître toutes les caractéristiques des aliments. Les graines de ce fruit sont hautement toxiques. Malgré tout, les gens ont appris à utiliser les parties vénéneuses pour des raisons médicales et même en cuisine. Par exemple, le fruit du football est utilisé contre les parasites et pour conserver le poisson dans les Philippines. Le guacamole, c'est meilleur quand c'est fait avec des avocats bien crémeux. Mais parfois, ces avocats bien mûrs ont des points ou des lignes marron dans la chair. Pas d'inquiétude, ils sont toujours comestibles, mais le goût ne sera pas des meilleurs. Si tu veux faire une salade d'avocat crevettes, attention à ce trait marron sur le dos des crevettes, c'est leur tube digestif. Et en le cuisant, il se défait de toutes les bactéries. Mais ça donne pas envie, n'est-ce pas ? Ah, et c'est quoi ce machin blanc plein de trous dans ta mangue ? Ce n'est pas le noyau, mais ça y ressemble. En réalité, il s'agit simplement d'une partie de la mangue particulièrement riche en féculents. C'est comestible, du moins tout autour de la partie blanche. Tu coupes une pêche en 2. Le noyau est bizarre. La zone tout autour est toute bosselée et le noyau lui-même s'est fissuré. Ça, c'est rigolo. Cette fissure dans le noyau est probablement apparue quand la pêche était encore sur l'arbre. Et toute cette matière bizarre juste autour est le signe que la pêche a essayé de réparer les dégâts. Encore une info sur les pêches. Les points noirs sur la peau. Je mange ou je jette ? Je mange. Mais n'oublie pas de l'éplucher avant. Si la chair de la pêche a l'air tout à fait bonne, n'hésite pas à la manger. Encore une fois, suis ton instinct, et ton nez aussi probablement, et ta langue. Si le goût est normal, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une question fréquente. La tavelure, elle ne pose aucun problème, même s'il s'agit d'un champignon. De l'extérieur, ce n'est pas particulièrement appétissant, mais on s'en fiche. L'important, c'est que la pomme soit toujours délicieuse. Encore une fois, il vaut mieux enlever les parties touchées. Et que se passe-t-il si les fraises dans ton frigo sont mouillées et qu'on dirait qu'elles trempent dans du jus ? Alors oui, ça c'est un signe, il faut s'en débarrasser. Elles ont traîné dans ton frigo trop longtemps et elles sont vulnérables aux germes. De plus, elles n'auront pas le même goût que quand elles étaient fraîches et belles.
Envie d'un peu de saumon? Ah oui, si tu le fais cuire au four ou à la poêle, tu remarqueras une substance blanchâtre qui émane de la chair. Tu sais ce que ça veut dire? Prends tes couverts et prépare-toi à te régaler. Cette substance est composée de protéines coagulées et elle est parfaitement comestible. Bon appétit! Tu te souviens? Il ne faut pas manger de pommes de terre germées. Oui, mais les patates douces germées sont encore bonnes à manger et le goût ne change pas. En réalité, même les germes sont comestibles. Mais bon, soyons prudents et jetons-les quand même dans le... Cet arbre hérissé de pointes sait comment tirer, alors tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ses graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km/h. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier Sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ? Découvert en 1994, le pin de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science, car les étudier peut nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes, comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïn, le Prosopis cineraria possède un système racinaire très profond, qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année. La India Dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Valle de Antón, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tronc, ont la même forme, avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs, pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires. L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Séquoias aux États-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la Statue de la Liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante, puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main, en raison de ses couches d'écorce multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois, du vert au bleu, puis au violet, en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier. En Namibie se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille.
Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial. Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Gryfino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonnier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme sang dragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures. L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de conte de fées hivernal. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc. Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosé est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel, Mono no Aware, qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprises aux vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosemite, aux États-Unis, possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres. Il était surnommé Wawona, un mot amérindien qui désigne le ululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connue sous le nom de Pennantia baileysiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens. La Lune, notre fidèle ami. Notre seul compagnon dans ce grand espace sombre et froid. Ce n'est pas surprenant que tous les événements qui lui sont associés, comme les éclipses solaires ou lunaires, nous passionnent. Mais qu'en est-il de la Lune noire, la Lune bleue, la super Lune? En as-tu déjà entendu parler? Eh bien, laisse-moi tout te dire et t'expliquer comment tu peux les observer. Prépare tes calendriers. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 472 km. Oui, j'ai mesuré. Ça ne semble pas si loin, n'est-ce pas? Mais crois-moi, la plupart des gens sous-estiment grandement cette distance. Savais-tu que toutes les planètes du système solaire, y compris Jupiter et Saturne, pourraient tenir entre la Lune et nous? Je n'arrivais pas à le croire moi-même.
La Lune est liée à la Terre par sa position. C'est pourquoi elle est toujours tournée vers nous avec un seul côté. Il y a plusieurs phases dans un cycle lunaire. La nouvelle Lune est la première phase. Le Soleil éclaire la face cachée de notre satellite, nous ne pouvons donc pas voir la Lune. Elle est presque invisible dans le ciel. La Lune croissante est la partie claire qui grandit progressivement. La pleine Lune est la phase pendant laquelle le Soleil illumine complètement la face visible. La Lune descendante est un déclin progressif de la partie lumineuse. Et enfin arrive une autre nouvelle Lune. Et le cycle entier recommence. Il y a 29,5 jours dans un cycle lunaire, donc cela prend environ un mois si on fait abstraction du mois de février. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pour que tu puisses mieux comprendre la Lune noire. Un événement astronomique rare qui se produit une fois tous les 29 mois, soit 2 ans et demi. Ce terme n'existe pas en astronomie. Il a été inventé par les astrologues. Il n'est pas officiel et a plusieurs significations. La Lune noire peut signifier la deuxième nouvelle Lune dans un mois. Habituellement, il n'y a qu'une seule nouvelle Lune par mois, en avoir deux est donc un phénomène rare. Cela est dû à un léger décalage entre le cycle lunaire et le cycle annuel de la Terre. Un peu comme les années bissextiles. Lune noire peut aussi vouloir dire autre chose. Par exemple, habituellement, il n'y a que 3 nouvelles lunes par saison. En gros, une nouvelle lune toutes les 30 jours. Cependant, s'il y en a 4, la lune noire signifie la 3e. Il existe également des significations moins populaires. Par exemple, c'est ainsi que les gens appellent le mois de février quand il n'y a pas de nouvelle lune ou de pleine lune. Cela se produit environ une fois tous les 19 ans. Mais qu'est-ce que cela a de si spécial ? Le satellite est entièrement caché dans le ciel pendant une nouvelle lune normale. Mais pendant une lune noire, tu pourras voir sa silhouette sombre. Tu devras choisir un bon endroit sans lumière de la ville. Si tu habites dans une grande ville, tu auras du mal à la voir sans télescope. De plus, comme le ciel devient noir durant ce phénomène, tu pourras voir différentes constellations qui étaient cachées auparavant, ainsi que Jupiter et Vénus. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était le 30 avril 2022. Tu pouvais l'observer dans la plupart des régions des États-Unis, à l'exception des zones de l'heure du Pacifique, de l'Alaska ou d'Hawaï. Aloha! Oui, malheureusement, si c'est la première fois que tu entends parler de la Lune noire, tu l'as déjà raté. Tu devras maintenant attendre encore 2 ans et demi. La prochaine Lune noire aura lieu en septembre 2024 selon la méthode standard et le 19 mai 2023 selon la méthode saisonnière. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras toujours voir un autre événement astronomique. Il était une fois une lune bleue. Je ne me moque pas de toi, je suis sérieux. Tu peux toujours voir la lune bleue. Enfin, pas littéralement, bien sûr. La lune ne devient pas bleue. C'est juste ce que les astrologues appellent la deuxième pleine lune en un mois. Les lunes noires et bleues sont similaires par définition, mais elles sont en fait opposées. Si la lune noire est une deuxième nouvelle lune rare dans un mois, la lune bleue est une deuxième pleine lune rare. Elles se produisent aussi toutes les deux tous les 29 mois. Pas si rare, n'est-ce pas ? Il est assez ironique que cet événement soit nommé la lune bleue. Le folkloriste Philip Hiscock suppose que le terme lune bleue, dans sa version calendaire, a été inventé par l'almanach des fermiers du Maine en 1937. Un autre événement astronomique intéressant s'appelle la superlune. Fais le plein de télescopes et cherche des collines, car tu verras une lune exceptionnellement brillante et grande, comme celle que l'on voit seulement dans les films. Que signifie exactement une superlune ? Tu vois, la Lune ne tourne pas autour de la Terre dans une orbite circulaire. Son orbite est elliptique, et l'endroit où elle est le plus proche de la Terre est appelé périgée. Une superlune est un phénomène qui se produit lorsque la pleine Lune coïncide avec le périgée. Pour cette raison, elle nous semble particulièrement grande et brillante. Son diamètre est 14% plus grand, et elle est 30% plus brillante que d'habitude. À ce propos, ce phénomène est souvent confondu avec l'illusion lunaire. Pendant l'illusion lunaire, la Lune est basse au-dessus de l'horizon et paraît visuellement plus grosse. Sur les 12 ou 13 pleines lunes annuelles, 3 ou 4 sont des superlunes. Mais la plupart d'entre elles ne sont pas très significatives. Tu ne verras probablement pas de différence du tout. Les plus intéressantes sont les grandes et rares superlunes. Pendant celles-ci, la Lune devient réellement grande. La dernière grande superlune s'est produite en 2016. Malheureusement, les superlunes de grande envergure sont rares et se produisent environ une fois tous les 18 ans. La prochaine se produira seulement en 2034, mais nous pouvons observer des superlunes plus petites assez fréquemment. En 2022, elles auront lieu le 14 juin et le 16 juillet. Il existe aussi un phénomène opposé appelé microlune.
Tu as probablement déjà deviné ce que cela signifie. Il se produit lorsque la pleine lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Ce point est appelé apogée. La prochaine microlune, en 2022, a eu lieu le 29 juin. En 2023, nous pourrons l'observer le 7 janvier, le 5 février et le 16 août. Bien sûr, tu n'es pas obligé de suivre chacun de ces événements. La plupart des gens sont plus intéressés par des éclipses lunaires et solaires. D'ailleurs, fais-tu partie des personnes qui confondent ces deux événements ? Fais le test. Mets cette vidéo en pause. Décris ce que signifient ces deux éclipses. Comparons ta réponse avec la définition correcte. Tu es de retour ? Ok. Donc, une éclipse solaire est un phénomène où la Lune recouvre entièrement ou partiellement le Soleil. Une éclipse solaire est possible uniquement pendant la nouvelle Lune, lorsque la Lune elle-même n'est pas visible. Beaucoup de gens pensent que cet événement est incroyablement rare, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Une éclipse lunaire est un phénomène au cours duquel la Lune se trouve complètement ou partiellement dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire peut seulement se produire pendant la pleine Lune, lorsque la Lune se trouve à proximité du nœud de son orbite. Si tu as deviné, bravo! Sinon, ne t'inquiète pas. Beaucoup de gens les confondent. En 2022, une éclipse solaire partielle aura lieu le 25 octobre. Elle sera visible en Europe, en Asie du Sud et de l'Ouest, en Afrique du Nord et de l'Est, et dans l'Atlantique. Comme je l'ai mentionné, une éclipse solaire totale n'est pas aussi rare que beaucoup de gens le pensent, mais le problème est qu'elle n'est pas toujours visible depuis n'importe quelle partie de la planète. Donc si tu veux voir cet événement, assure-toi de consulter le calendrier et de voir depuis quelle partie de la Terre tu pourras le voir. Et n'oublie pas des lunettes spéciales. Les éclipses lunaires sont cependant beaucoup plus fréquentes. Les éclipses lunaires partielles se produisent presque tous les mois, mais une éclipse lunaire totale aura lieu en 2022, dans la nuit du 7 au 8 novembre. Tu pourras la voir dans presque toutes les régions du monde, sauf en Afrique. J'ai entendu dire que les zèbres étaient carrément dégoûtés. La Lune est un satellite vraiment fascinant. Tu penses que c'est juste une petite boule de roche. Mais en réalité, il y a tellement d'événements intéressants qui lui sont liés. Quels événements lunaires rares as-tu vus ou veux-tu voir dans ta vie ? As-tu observé des événements astronomiques rares et fascinants ? N'hésite pas à les partager dans les commentaires. C'est un beau samedi après-midi et tu fais tes courses dans ton supermarché habituel quand tu tombes sur un paquet gonflé dans l'allée des produits frais. Tu vérifies les informations sur le produit. Il semble avoir largement dépassé sa date d'expiration. Alors, pourquoi cette forme bizarre ? La réponse n'est pas toujours évidente. Pour certains types de produits frais, comme la viande, le poisson ou les fruits de mer, parfois même les salades et le fromage, les scientifiques ont mis au point une chose appelée MAP pour Modified Atmosphere Packaging, soit packaging en atmosphère modifiée en français. Pour que ces types de produits à la durée de conservation relativement courte restent frais le plus longtemps possible, une combinaison de gaz est introduite dans l'emballage. Cela se produit avant même que le produit n'atteigne ton magasin. Un professeur français de l'école de pharmacie de Montpellier a mis au point cette méthode après avoir remarqué que les fruits ont tendance à rester frais plus longtemps dans des conditions de stockage à faible teneur en oxygène. Les types de gaz contenus dans les emballages MAP peuvent varier d'un produit à l'autre. Mais l'idée principale est de réduire la teneur en oxygène, généralement remplacée par de l'azote ou du dioxyde de carbone. N'oublie pas qu'un sachet de salade gonflé, même s'il n'a pas encore dépassé sa date de péremption, n'est pas forcément bon à consommer. Les gaz à l'intérieur du sac peuvent être un signe que le produit est avarié. C'est pourquoi la meilleure chose à faire lors de tes achats est de vérifier que le produit ne soit pas périmé. S'il n'a pas dépassé la date, vérifie s'il y a des odeurs inhabituelles ou si l'emballage est endommagé. Si quelque chose te semble anormal, il est préférable de ne pas prendre de risques. Tu peux t'adresser à n'importe quel employé du magasin si tu as des questions ou des inquiétudes. De nos jours, la plupart des supermarchés ont une disposition qui permet un ordre d'achat logique, comme acheter les articles non périssables en premier, puis ajouter les produits réfrigérés ou congelés, et finir par les fruits et les légumes afin qu'ils ne se retrouvent pas écrasés au fond de ton panier. Et pendant qu'on parle des fruits et légumes, essaye de les acheter le matin si possible. Ceux qui sont restés là toute la journée peuvent perdre un peu de leur forme et de leur texture, tandis que d'autres peuvent être un peu flétris. Maintenant, un petit conseil sur la gestion des déchets. N'achète jamais plus d'aliments que tu n'as l'intention de consommer en une semaine. La plupart des fruits et légumes ne durent même pas aussi longtemps. Alors, il est préférable de ne pas céder à toutes tes envies. Faire les courses l'estomac plein peut aussi t'aider. Tout comme faire les courses avec une liste préétablie des choses que tu dois acheter. Inspecter minutieusement l'emballage de chaque produit peut aussi t'épargner des tracas plus tard.
Les produits réfrigérés doivent être frais au toucher, tandis que les produits congelés doivent être solides et sans signe de fuite. Lorsque tu rentres chez toi, assure-toi de réfrigérer tous les produits qui doivent l'être dès que possible. En général, ils ne doivent pas rester hors du réfrigérateur pendant plus de 2 heures. Sinon, leur qualité risque d'en être altérée. Acheter des herbes aromatiques en pot n'est peut-être pas la première chose sur ta liste, mais c'est sûrement quelque chose à envisager. Non seulement elles sont disponibles pour un prix modique, mais elles sont aussi faciles à cultiver et à entretenir. Imagine un joli jardin d'herbes aromatiques juste là, sur ton balcon ou même dans ta cuisine. Ne serait-ce pas agréable? Tu auras toujours du basilic frais pour couronner un plat de pâtes. Et tant que tu es encore au magasin, n'oublie pas d'acheter des filtres à café. Tu n'as peut-être pas de machine à filtre chez toi, mais ils ont beaucoup d'autres utilisations possibles. Ils peuvent servir à filtrer les liquides, à empiler en toute sécurité la porcelaine délicate dans tes armoires, ou même à polir tes fenêtres ou tes chaussures. Si tes fruits et légumes préférés sont en solde, mais qu'acheter de grandes quantités impliquerait de les gaspiller, pense à les congeler. Tu peux faire des réserves pour les smoothies, surtout pour la saison froide, où les options sont limitées en termes de fruits frais. Et ne te contente pas d'attraper la première chose sur le rayon, surtout si elle risque de se gâter rapidement. Les magasins réapprovisionnent leurs produits selon le principe du premier entré, premier sorti. Les articles au fond de l'étagère sont donc toujours un peu plus frais. Il en va de même pour le thé si tu le préfères au café. Opte plutôt pour des feuilles de thé en vrac. Non seulement tu réduiras tes dépenses, mais tu pourras aussi faire tes propres mélanges maison. Le thé en feuilles a également un goût plus prononcé que le thé vendu en sachet. Pour ce qui est des autres articles ménagers, fais des réserves d'ampoules, de serviettes en papier et de piles. Il y a de fortes chances que tu aies un jour besoin d'un de ces articles, c'est pourquoi il est préférable de les acheter en grande quantité lorsqu'ils sont en solde. Ils ne seront jamais gaspillés et, avouons-le, c'est toujours ennuyeux lorsque la télécommande de la télévision ne fonctionne plus, mais que tu n'as plus de piles. Essaye de réduire le nombre de fois où tu vas faire des courses pour n'acheter qu'un seul article. C'est inefficace et tu finiras probablement par acheter des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Cette liste de courses commence à avoir beaucoup plus de sens maintenant, n'est-ce pas? Une autre liste qui vaut la peine d'être faite, celle qui contient tout ce que tu as dans ton réfrigérateur. Essaye de créer une telle liste au moins 2 fois par semaine. Planifier tes repas au moins 1 semaine à l'avance t'aidera aussi à réduire les achats impulsifs. Si tu sais déjà ce que tu mangeras pour le dîner de mercredi, pourquoi ajouter autre chose au panier si c'est inutile? En même temps, essaye d'être créatif avec tes restes. Pourquoi les jeter alors que tu peux les mélanger et les assortir, ou ajouter quelques herbes ou des saveurs supplémentaires pour les rendre meilleurs? Range tes restes dans des récipients transparents pour plus de visibilité, et n'aie pas peur de prévoir un repas de restes pendant la semaine. Il est tout aussi agréable de les considérer comme des ingrédients plutôt que comme de vulgaires restes. Utilise les restes de pâtes ou de légumes cuits à la vapeur pour faire une tortilla ou une omelette. Mélange tes légumes cuits avec quelques tomates pour créer une sauce pour les pâtes. Prépare des wraps pour le déjeuner du lendemain avec n'importe quoi, du riz à la viande en passant par les légumes. Si tu cherches vraiment la méthode la plus simple pour conserver les restes, tu peux toujours les transformer en soupe. L'accompagnement de légumes de la veille au soir peut se transformer en un déjeuner sain si tu ajoutes simplement une boîte de bouillon et que tu mixes le tout. Même une miche de pain vieille de 2 jours peut être sauvée si tu la coupes en diagonale, que tu saupoudres les tranches de quelques herbes et d'huile d'olive, et que tu les mets au four pendant quelques minutes. Tu auras alors de beaux croûtons faits maison pour ta soupe de reste. Un peu de jugeote en matière d'étiquette ne fait jamais de mal à personne non plus. Sois à l'affût des ingrédients dont tu n'as jamais entendu parler ou de ceux que tu ne peux pas prononcer. Il faut généralement éviter les produits dont l'emballage contient plus de 5 ingrédients. Même la façon dont tu portes tes courses au supermarché peut avoir un impact sur ce que tu achètes et comment. Si tu préfères les paniers au caddie, tu es plus enclin aux achats impulsifs. C'est ce qu'affirme une étude publiée par le Journal of Marketing Research. Cela se produit en raison de l'effort que tu fais pour transporter réellement les articles. En choisissant un caddie, tu seras probablement assez à l'aise pour évaluer suffisamment de produits et lire attentivement les étiquettes. Lorsque ta liste de courses n'est pas trop longue, opte pour la caisse automatique si elle est disponible. Des études ont montré que les achats impulsifs sont réduits jusqu'à 32% si tu dois scanner tes propres articles en sortant. C'est parce que la ligne de caisse normale est spécialement conçue pour t'empêcher de laisser des articles que tu aurais pu reconsidérer. Il n'y a littéralement aucun endroit où tu peux déposer tes articles non désirés, en dehors de ton panier, et s'il y a quelqu'un d'autre qui fait la queue derrière toi, bonne chance pour revenir en arrière.
La disposition des aliments sur les étagères peut aussi représenter une menace pour ton budget et tes habitudes. Comme les gens sont plus enclins à acheter les articles qu'ils voient en premier, les produits les plus chers sont placés à hauteur des yeux et les options économiques sont placées sur les étagères du haut et du bas. Prends ton temps et scrute les allées qui t'intéressent. Tu seras surpris de voir que la plupart des articles placés sur les étagères supérieures ou inférieures sont souvent non seulement plus économiques, mais aussi moins riches en additifs ou arômes artificiels. Bref, fais attention, les supermarchés sont une véritable jungle. Dans de nombreuses villes et forêts, il y a des marques de couleurs sur les arbres qui peuvent sembler bizarres pour un œil non averti. En fait, la plupart de ces marquages sont utilisés pour deux raisons. D'abord, pour faire ressortir les arbres à couper, à épargner ou à éviter. Et ensuite, pour établir une ligne de démarcation visible délimitant une portion de forêt que l'on possède. Il n'y a pas de règle spécifique pour la couleur ou la forme des marquages, mais les plus universels pour la coupe sont des lignes bleues, tandis que ceux qui indiquent la préservation sont généralement orange ou jaune. Les arbres situés dans les limites de la ville sont généralement marqués pour la coupe par des lignes ou des points de couleur rouge, orange ou jaune. Si tu vois un tel marquage sur un arbre et que ta voiture est garée à proximité, il vaut mieux la déplacer pour éviter que l'arbre ne lui tombe dessus quand il sera élagué. Les arbres d'une forêt peuvent être marqués pour leur préservation, notamment s'ils ont un intérêt pour la vie sauvage comme des cavités dans lesquelles les animaux peuvent s'installer, ou encore parce qu'il y a des nids sur leurs branches. Il est fréquent de laisser des arbres intacts pour ne pas déranger les oiseaux et les autres animaux qui s'y trouvent. Les grands arbres sains qui portent des graines et des noix sont marqués de la même manière car ils fournissent de la nourriture à beaucoup d'animaux qui se nourrissent de ces fruits. Étonnamment, les arbres en mauvaise santé peuvent aussi être protégés, par exemple si les pivers semblent les apprécier, ce qui signifie qu'ils recèlent de nombreux insectes dont les oiseaux raffolent. Les marques de couleur sur les arbres d'une forêt peuvent aussi signifier son appartenance jusqu'à une certaine limite à un propriétaire qui souhaite le faire savoir. Ces marques peuvent être de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle forme, mais elles ont toujours deux caractéristiques spécifiques que tu ne peux pas manquer. La première est que les marques sont alignées de façon relativement droite, de façon à signifier la limite d'un territoire. La seconde caractéristique est que selon les règles, les marques doivent être assez proches les unes des autres, afin que la suivante soit clairement visible depuis la précédente et inversement. Certains pensent que des marques jaunes sont laissées sur les ginkgos femelles, qui poussent autour des villes américaines, mais il n'y a pas de preuve concrète de cela. En revanche, tu peux trouver une carte détaillée de l'emplacement de ces arbres à New York ou à Washington, par exemple. Les ginkgos femelles méritent leur propre carte car ils produisent des fruits à l'odeur nauséabonde. Si tu as déjà eu un morceau de beurre rance dans ta cuisine, tu connais probablement ce parfum. Ces arbres ont été apportés aux États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle, à l'époque où l'attrait pour l'exotisme était fort. Et comme les ginkgos sont des arbres très robustes qui peuvent résister à des conditions difficiles, ils sont devenus populaires dans le pays. De nombreuses villes les ont plantés à des fins de décoration, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux se sont avérés être des femelles. Pour éviter que les arbres ne répandent leur odeur désagréable dans les villes, ils ont été pulvérisés avec une solution spéciale qui les empêche de fructifier. La solution est sans danger pour les gens et les animaux. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de se trouver à proximité quand ils se font traiter. Des marques de couleurs peuvent aussi être vues dans les rues, pas seulement sur les arbres. Si tu te promènes dans la ville et que tu vois une ligne rouge sur le trottoir par exemple, cela signifie qu'il y a une ligne ou un câble électrique en dessous. Ces lignes sont rouges pour attirer l'attention sur le danger potentiel. Car si les câbles sont endommagés en creusant, cela peut entraîner de graves problèmes. Peut-être même pire qu'avec les tuyaux de gaz. Les lignes oranges ont essentiellement la même signification, sauf qu'elles indiquent la présence d'une ligne ou d'un câble de télécommunication ou de signalisation. Ces câbles ne transportent pas d'électricité, donc les perturber n'est pas aussi grave que d'endommager des câbles électriques. Mais cela causerait quand même beaucoup de désagréments aux gens du quartier. Par exemple, la rupture d'un câble en fibre optique pourrait couper Internet dans une vaste zone jusqu'à ce que les dommages soient réparés. Une ligne jaune signifie qu'il y a du gaz naturel, du pétrole, de la vapeur, de l'essence ou un autre conduit de matière inflammable en dessous. Les lignes sont généralement dessinées de manière à montrer la direction dans laquelle le tuyau est posé en dessous, et la ligne elle-même se trouve en son centre. Le jaune est une couleur d'avertissement au même titre que le rouge, ce qui est parfaitement logique, puisqu'un tuyau de gaz percé et une étincelle peuvent entraîner une véritable catastrophe. Les lignes vertes signifient qu'il y a un égout ou un collecteur d'eau pluviale sous terre. La rupture d'une canalisation d'égout
peut coûter à un ouvrier toute sa carrière, et pour une bonne raison. Il suffit d'imaginer le genre de dégâts que cela entraînerait. Et outre le fait que le contenu de l'égout dégorge créant le chaos à la surface, endommager les canalisations entraînera à coup sûr d'énormes frais de réparation et beaucoup de désagréments pour tous les riverains. L'eau étant souvent associée à la couleur bleue, la logique veut que les marquages de la ville indiquant une source d'eau potable soient bleus également. Endommager une telle source n'est pas aussi grave que de casser un tuyau de pétrole ou un câble électrique, mais c'est tout de même très problématique pour les gens autour. Dans les grandes villes, cela causera souvent plus de nuisances que d'accidents graves, car on y dispose généralement d'un accès privilégié à l'eau potable. La rupture d'un tuyau ou d'une conduite d'eau posera problème au projet d'excavation ou de construction qu'il a probablement causé lui-même. En effet, l'eau inondera les environs pouvant entraîner de sérieuses complications. Il faudra traiter ce problème en priorité. Les marquages violets indiquent aussi de l'eau, mais pas de l'eau potable. Les lignes de ces couleurs signifient qu'il y a une source d'irrigation ou d'eau recyclée en dessous. Cette eau provient d'un sablage ou d'un lavage à la machine et est généralement utilisée ensuite à des fins industrielles ou d'irrigation. Elle n'est pas destinée à la consommation, mais les résultats d'une rupture d'un tuyau transportant cette eau sont à peu près les mêmes qu'avec de l'eau potable. Le désordre qui en découle sera bien concret. Les marquages roses sur le sol sont laissés par les géomètres. Lorsqu'il y a un différend juridique autour des limites d'une propriété, par exemple, un géomètre trace ces lignes roses sur le sol pour les rendre apparentes. Elles peuvent aussi être laissées sur des sites de construction envisagés pour des raisons similaires. Les lignes, points et croix de couleur blanche délimitent le territoire pour les voies ou limites d'excavation proposées. Cela signifie qu'il y aura bientôt des travaux d'excavation dans la zone. Les marquages blancs indiquent généralement l'endroit exact où la trouée doit être faite. Elle constitue la première étape préparatoire au commencement effectif des travaux. Plus tard, les agents d'entretien de la ville découvriront s'il y a en effet des installations à cet endroit qu'il faut éviter. S'il n'y en a pas ou s'il n'y a pas de conflit entre les travaux d'excavation et les installations souterraines, les travaux peuvent commencer. Les marquages de la ville peuvent aussi prendre d'autres formes que des lignes. Par exemple, tu peux voir une forme en H sur le sol. Les deux lignes parallèles signifient les bords du tuyau ou du câble en dessous, tandis que la ligne centrale qui les relie est là pour faciliter la mesure de la largeur. Il peut également y avoir le nom de l'entreprise qui a posé le tuyau ou le câble à côté de la forme en H. Une forme de diamant est un autre marquage fréquent sur le sol. Il peut y avoir ou non deux lignes parallèles marquant les bords du conduit en dessous, tandis que la forme de diamant indique la taille approximative de l'élément marqué. Certains marquages ressemblent davantage à des graffitis avec de nombreux symboles et lettres cryptiques, mais il s'agit généralement d'abréviations et de signes destinés aux agents d'entretien ou de construction de la ville. Par exemple, tu peux apercevoir une croix ou un carré blanc dessiné sur le sol pour marquer un site d'excavation proposé. Les ouvriers écriront souvent un « no » suivi d'un nom abrégé de l'installation en dessous. On pourrait penser que cela signifie qu'aucune excavation ne doit être faite ici. Mais c'est exactement le contraire. No signifie aucun conflit entre les lignes électriques, les tuyaux ou toute autre installation enterrée en dessous et le plan proposé. Les abréviations sont également écrites dans la couleur de l'installation qu'elles désignent. Par exemple, s'il y a No G écrit à la peinture jaune dans un carré blanc, cela signifie que l'on peut creuser le site sans craindre de tomber sur une conduite de gaz située en dessous, d'où le G. Et s'il y a un câble de télécommunication en dessous, les services municipaux écriront No en orange, puis le nom abrégé de l'entreprise qui a posé le câble. Une autre façon de dire la même chose est d'écrire le type d'installation en abrégé et de le barrer. Un G jaune, parfois dans un cercle, signifie qu'il y a une conduite de gaz en dessous. Et s'il est barré, il n'y a pas à s'inquiéter de creuser dans cette zone. Aucune conduite de gaz ne sera endommagée. Quand tu penses aux oiseaux les plus dangereux du monde, il se peut que ce soit des aigles ou des vautours qui te viennent à l'esprit. Étonnamment, les casuaridés peuvent causer bien plus de dégâts que les fameux oiseaux en colère mentionnés plus tôt. C'est le 3e plus grand oiseau du monde et le 2e plus grand dangereux après l'autruche et le meux. Le casoar est l'un des oiseaux les plus dangereux car son coup de pied féroce peut être fatal à un homme ou à une autre créature plus petite. Les plus grandes espèces de casoars peuvent être aussi grandes qu'une personne ordinaire et peser tout autant. Tout comme toi, ces oiseaux grassouillés ne peuvent pas voler, mais ils courent vite, alors n'essaie pas de leur échapper. Ils peuvent t'atteindre même dans l'eau, car ce sont de grands nageurs. Ils peuvent courir aussi vite que 50 km/h, donc tu pourrais avoir besoin d'une voiture pour t'échapper si l'un d'eux est en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, leurs attaques sont assez rares de toute façon. Les cygnes tuberculés sont de magnifiques créatures gracieuses. Enfin, ça c'est ce qu'on pense tous. En vérité, toucher un de ces oiseaux de 13 kg est une très mauvaise idée.
Ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour détruire leurs ennemis. Leur envergure est d'environ 2,5 mètres et ils peuvent te gifler avec tout ça. Et ils mordent aussi. Ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux. Ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer. Voilà là d'excellents signaux d'alarme pour t'avertir que tu empiètes trop sur leur territoire. Les humains et les pies ont toujours eu des relations bizarres du genre amour-haine. Ces oiseaux de taille moyenne peuvent parfois être assez agressifs, mais si tu les traites bien, vous deviendrez probablement amis. Les pies peuvent reconnaître les visages humains et elles reviendront certainement sur ton balcon si tu leur offres quelque chose de délicieux. Si tu offenses une pie, elle s'en souviendra aussi et sera un peu rancunière. Alors fais bien attention. Les pélicans sont les symboles de l'amour et on dit qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour protéger leur progéniture. Ah, maintenant on comprend pourquoi ils peuvent avaler la proie entière sans même la mâcher ou la déchirer. Tu ne veux tout simplement pas t'approcher de leur nid. Bien sûr, tu n'es pas un petit poisson et les becs de pélicans sont trop petits pour un être humain, mais quand même, tu ne veux pas être mordu, on est d'accord? Ok, celui-ci t'effrayera rien qu'avec son nom. Un bec en sabot du Nil est un oiseau d'une taille impressionnante, jusqu'à 1,5 mètre de haut. Juste en dessous de la taille moyenne d'un homme. Pas étonnant qu'il puisse combattre un crocodile. D'accord, un bébé crocodile, mais il n'a besoin que de sa mâchoire super puissante pour gagner en une seule fois. Toujours pas peur? Il fait des bruits qui font froid dans le dos, un peu comme dans un blockbuster. Si tu penses que ces autruches lâches ne représentent aucun danger, tu te trompes 2 fois. D'abord, elles ne se mettent pas la tête dans le sable. C'est une illusion d'optique. Et oui, comment sont-elles censées respirer dans le sable? Deuxièmement, ce sont des parents poules, très protecteurs. Alors si tu veux t'approcher de leurs petits, sache qu'ils peuvent courir aussi vite qu'une voiture de ville. Toujours pas inquiet? Eh bien, tu devrais pourtant. Les autruches sont les parents vivants les plus proches des T-Rex avec les poulets. Les oatzins ont l'air tout à fait inoffensifs, sauf pour leur odeur fétide, mais c'est une autre histoire. Mais leurs bébés ont des ailes réputées. Les clapets des poussins ont 2 griffes distinctes qui sont polyvalentes. Premièrement, ils sont une sorte de protection contre les prédateurs et deuxièmement, ils les aident à grimper aux arbres au cas où le bébé serait hors du nid. Une fois qu'ils ont grandi, les griffes disparaissent comme des dents de lait. La taille n'a pas toujours une grande importance. Si tu étais un colibri, tu devrais manger presque 150 kg de nourriture par jour pour maintenir un poids normal avec le métabolisme de ce petit oiseau. Mais sa durée de vie serait également beaucoup plus courte, de 3 à 5 ans seulement. Si tu te teins les cheveux, tu as probablement plus de points communs avec un vautour que tu ne le penses. Nous sommes probablement les 2 seules espèces au monde qui utilisent la teinture exprès. Les vautours teignent leurs plumes avec de la terre rouge pour montrer leur domination sur les autres oiseaux. Les humains, eh bien nous on aime tout simplement les changements. Les condors de Californie ne sont peut-être pas aussi gros qu'un avion, mais ils sont quand même énormes. Leur envergure est de près de 3 mètres. Ils sont potentiellement dangereux pour les gens, mais les chances que tu en rencontres un jour sont minces. Il n'y en a qu'environ 200 aux États-Unis. Te voilà en train de chercher quelque chose de délicieux dans le frigo, mais tu ne vois pas ce dont tu as vraiment envie. Si tu étais une grive à lunule, tu lâcherais un gros P. Cela semble dégoûtant, mais c'est apparemment ainsi que ces oiseaux trouvent les vers de terre cachés. Une attaque de gaz pour les assommer et voilà, ils sont maintenant une cible facile. On se bouche le nez et hop, bon appétit bien sûr. Ok, assez de ces histoires farfelues. Regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à voir un oiseau venimeux sur cette liste, mais hélas, je te présente le pitoi bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont commencé à ressentir des engourdissements et des sensations de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans leurs plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes, ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Et que dire de l'oie armée de Gambie? Elles sont également connues pour leur toxicité. Et cette toxicité provient de la consommation de méloïdés. On peut les toucher sans danger, mais en manger un peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine subsiste même après la cuisson. Un autre oiseau que tu ne veux pas manger est une caille commune. Ne la confonds pas avec une caille japonaise qui est généralement conservée comme volaille. Les cailles communes peuvent être vraiment toxiques et entraîner des conséquences aussi terribles qu'une insuffisance rénale. Tout dépend des plantes que cet oiseau mange. Bonne nouvelle, elle n'est venimeuse que pendant la période de migration, mais elle est délicieuse et sans danger en dehors de la migration. Si tu n'es pas sûr, il vaut mieux éviter de l'avoir dans ton assiette, à moins que tu ne veuilles avoir des douleurs musculaires.
Si tu aperçois un mignon harfang des neiges, tu ferais mieux de fermer les yeux et de fuir. Ils ont peut-être l'air innocents, mais ils possèdent en fait des serres acérées comme des rasoirs, dont ils savent parfaitement se servir. Ils les dirigent vers les parties les plus vulnérables, comme la tête, les yeux. Tu l'as compris, ne te frotte pas à un harfang des neiges. Une autre espèce que tu ne veux pas côtoyer, c'est le pitoi châtain. Ce petit oiseau et ses yeux si innocents... Non, ne te laisse pas avoir. Souviens-toi bien de leur apparence et ne les touche jamais. Ils sont aussi venimeux que les fameuses grenouilles et flèches empoisonnées d'Amérique centrale et du Sud. L'Ifrita de Cowald est peut-être minuscule, mais elle a un mécanisme toxique qui rend ce petit oiseau invincible. Il ne mange que certains types de coléoptères qui lui fournissent des toxines spéciales. Même si tu le touches, tu seras probablement engourdi par l'intoxication. Il est immangeable car les toxines ne disparaissent pas même lorsqu'il est cuit. Les aigles royaux sont les moteurs du monde des oiseaux. Ils peuvent porter des poids allant jusqu'à 1,8 kg. Ils capturent facilement les tortues et autres proies. Ces puissants oiseaux sont assez forts pour voler un bébé, mais ils ne le font jamais. De plus, en Mongolie, les gens utilisent même ces aigles pour chasser le loup. Les bernaches du Canada vivent près des humains depuis des années, mais elles se méfient toujours de nous voir approcher leur habitat, surtout au printemps, la saison des amours. Pendant cette période, les femelles peuvent poursuivre et mordre les personnes qu'elles considèrent comme une menace pour leurs œufs, leurs compagnons ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par ces oiseaux très en colère, la meilleure chose à faire est de reculer très doucement. Les mouettes romantiques dans le ciel ne semblent pas causer beaucoup de problèmes. Le pire qu'elles puissent faire est de lâcher quelques excréments non désirés. Cette impression est assez trompeuse, car ces oiseaux sont très agressifs. Comme tous les oiseaux de leur espèce, ils n'attaquent pas parce qu'ils en ont envie. La règle est donc très simple. Ne touche pas ces oiseaux et reste loin de leur nid. Lorsque la machine à remonter le temps sera enfin inventée, fais particulièrement attention avec les oiseaux du passé. Les vélociraptors qui étaient sur Terre à l'époque, tout comme le reste des dinosaures, avaient des serres et des plumes. Il s'agissait donc de véritables oiseaux et non de lézards écailleux. Au fait, ce sont les serres pointues dont il faut avoir peur. Elles peuvent couper n'importe quoi. Attention si tu décides de partir dans le futur aussi. Tu ne sais jamais ce qui peut t'attendre là-bas.